Elle était là, pendue comme un animal traqué, les poignets et les chevilles ouverts par d'épaisses cordes, la robe déchirée, le visage marqué par la poussière, la sueur et la honte, et le soleil ardent de midi sur les monts d'Auvergne lui brûlait la peau, au point de donner l'impression qu'elle allait prendre feu. Antoinette avait à peine 22 ans et n'avait déjà plus la force de crier. Seul un murmure sec s'échappait de ses lèvres gercées chaque fois que la corde se serrait contre ses épaules. Elle avait été laissée là, au milieu du domaine, laissée à souffrir, laissée à se briser. Lorsque le baron Barthélemy apparut à l'horizon à cheval, elle murmura d'une voix tremblante « Non, ne faites pas ça !» Mais il le fit quand même, et cela changea tout. À vous qui regardez ou écoutez simplement cette histoire, dites-moi dans les commentaires, où êtes-vous en ce moment? À la maison, au travail, en train de faire du crochet, de coudre dans le bus? J'aime lire les commentaires, car vous êtes très important pour moi. Si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est ma plus grande récompense pour chaque histoire. Antoinette était suspendue à cette structure en bois en forme de croix depuis des heures. Ses poignets saignaient là où les cordes coupaient sa peau. Ses pieds touchaient à peine le sol de terre battue. Le soleil d'Auvergne, implacable comme toujours, transformait ce châtiment en une lente torture. Elle avait été placée là par le colonel Rodolphe Tissier, l'homme le plus puissant de la région, une propriétaire de terre qui s'étendait à perte de vue. Antoinette avait commis un crime impardonnable à ses yeux. Elle avait volé de l'argent de sa maison de maître, pas beaucoup, juste assez pour essayer de fuir cette vie de misère. Mais pour un homme comme le colonel Tissier, toute offense méritait une punition exemplaire. Et il décida qu'Antoinette serait l'exemple vivant de ce qui arrivait à ceux qui osaient le défier. La jeune femme ne sentait déjà plus ses propres mains. La soif lui brûlait la gorge comme des braises. Des larmes séchées marquaient son visage poussiéreux. Elle avait renoncé à demander de l'aide. Les ouvriers agricoles du domaine passaient au loin, baissant les yeux, sachant qu'interférer signifierait le même destin, ou pire. Le colonel Tissier avait le pouvoir de la loi de son côté. Il était juge, jury et bourreau sur ses propres terres. Personne n'osait le contredire. Personne. Sauf un homme qui ne savait pas encore qu'il était sur le point de bouleverser sa propre vie. Le baron Barthélemy de Launay venait à cheval par le chemin de terre qui traversait les domaines de la vallée de l'Allier. Il avait 45 ans, le visage marqué par le temps et le soleil, des yeux qui avaient déjà vu beaucoup de souffrances en ce monde. Il était propriétaire terrien, homme respecté, connu pour bien traiter ses ouvriers et pour ne pas s'incliner facilement devant les injustices. Il revenait d'une réunion avec d'autres barons de la région, quand il décida de prendre un raccourci qui passait justement par les terres du colonel Tissier. C'est alors qu'il vit la scène qui lui fit le sang se figer. Au milieu de la cour, sous le soleil meurtrier, une jeune femme pendue comme un épouvantail. Barthélemy tira fortement sur les rênes de son cheval, les yeux écarquillés de stupeur. Un instant, il pensa qu'il voyait un mirage créé par la chaleur, mais non, c'était réel. Quelqu'un avait attaché une jeune femme là et l'avait laissée mourir lentement. Il descendit de cheval d'un mouvement brusque et courut vers elle. Antoinette leva la tête avec le peu de force qu'elle lui restait. Ses yeux étaient vitreux, sa conscience fuyait. Quand elle vit l'homme s'approcher, elle pensa que c'était encore un homme de main du colonel venu achever le travail. « Non, ne faites pas ça », murmura-t-elle, la voix si faible qu'on l'entendait à peine. Barthélemy s'arrêta un instant, confus, puis comprit. Elle pensait qu'il allait la blesser encore plus. « Calmez-vous, jeune femme », dit-il, la voix ferme mais douce. « Je suis venu vous tirer de là. » Il sortit le couteau qu'il portait à sa ceinture et examina les cordes. Elles étaient serrées, les nœuds faits par quelqu'un qui savait très bien comment entraver un être humain. Chaque corde qu'il coupait révélait plus de blessures, plus de marques violettes, plus de signes d'heures d'agonie. Quand la dernière corde se brisa, Antoinette s'effondra. Barthélemy la retint avant qu'elle ne touche le sol. Son poids était trop léger pour une femme de son âge. Elle était dénutrie, déshydratée, au bord de la mort.
Il la porta jusqu'à l'ombre d'un chêne voisin, la déposa délicatement sur l'herbe et courut jusqu'à son cheval pour prendre la gourde d'eau. Il lui humecta les lèvres doucement, laissant de petites gorgées s'écouler. Elle toussa, s'étouffa, mais commença à boire. Peu à peu, ses yeux retrouvèrent un peu de concentration. « Qui vous a fait ça ?» demanda Barthélemy, la colère montant dans sa voix. Antoinette le regarda avec peur. « Le colonel Tissier, monsieur. J'ai volé chez lui. » Barthélemy sentit l'estomac se nouer. Il connaissait Rodolphe Tissier de nom. Il savait que c'était un homme cruel, mais n'avait jamais imaginé qu'il en arriverait à ce point. « Voler ne justifie pas ceci, » dit-il d'une voix dure. « Ce n'est pas une punition, c'est un meurtre déguisé en justice. » Il regarda autour de lui. Le domaine était étrangement silencieux. Personne ne venait demander ce qui se passait. Personne ne s'approchait. C'était comme si tous savaient qu'il valait mieux ne pas voir, ne pas savoir, ne pas s'impliquer. Barthélemy prit sa décision à ce moment-là. Il n'allait pas laisser cette jeune femme mourir là. Peu importait qui était le colonel Tissier, peu importait combien d'hommes il avait sous ses ordres. Certaines choses étaient tout simplement trop inacceptables pour être ignorées. Il souleva Antoinette dans ses bras. Elle était trop faible pour protester. Il la plaça délicatement sur la selle de son cheval, monta derrière elle pour la tenir et commença à galoper en direction de son propre domaine. Chaque pas du cheval soulevait la poussière du chemin et chaque pas scellait aussi le destin des deux. Car quelque part dans ce domaine, un contremaître courait déjà avertir le colonel Tissier que quelqu'un avait osé couper les cordes de sa prisonnière. Et quand Rodolphe Tissier sut le nom de cet homme, son visage devint écarlate de fureur. Personne ne défiait son autorité. Personne. Il monta sur son cheval noir, réunit 6 de ses hommes de main les plus brutaux et partit à leur poursuite. La nouvelle se répandit rapidement dans la région. Le baron Barthélemy avait défié le colonel Tissier et tous savaient ce qui arrivait à ceux qui défiaient des hommes puissants dans la France impériale. La question qui flottait dans l'air était simple et terrible. Barthélemy et Antoinette verraient-ils le lever du soleil le lendemain? Le domaine du baron Barthélemy se trouvait à 2 lieues de distance. Le chemin était long et accidenté, traversant des collines couvertes de vignobles et de petits ruisseaux qui scintillaient sous le soleil de l'après-midi. Antoinette allait et venait de la conscience, son corps balançant au rythme du galop. Barthélemy la tenait fermement, sentant chaque tremblement qui traversait ce corps frêle. Quand ils aperçurent enfin la maison de maître de sa propriété, une construction de 2 étages, avec de larges vérandas et des tuiles de terre cuite rouge, le soleil commençait déjà à descendre à l'horizon. Les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les champs s'arrêtèrent pour regarder. Il n'était pas courant de voir le baron arriver ainsi, galopant à vive allure et portant une jeune femme inconnue dans ses bras. Barthélemy descendit de cheval et porta Antoinette à l'intérieur de la maison. Il appela Bénédicte, une femme de confiance qui s'occupait de la maison depuis des années. Bénédicte apportait de l'eau propre, des linges et un onguent de calendula. La femme apparut rapidement, les yeux écarquillés quand elle vit l'état de la jeune femme. Sans poser de questions, elle courut chercher ce qui était nécessaire. Barthélemy coucha Antoinette dans l'une des chambres d'amis, sur un matelas de paille recouvert de drap blanc. Il commença lui-même à nettoyer les blessures à ses poignets et chevilles, travaillant avec soin pour ne pas lui causer plus de douleur. Antoinette ouvrit les yeux lentement. Elle était encore confuse. Elle s'attendait encore à ce qu'à tout moment quelqu'un vienne la traîner de nouveau vers cette croix de bois. « Où suis-je » demanda-t-elle, la voix rauque. « Chez moi » répondit Barthélemy, plongeant un linge dans de l'eau fraîche. « Vous êtes en sécurité ici. » Elle le regarda avec méfiance. Personne n'aidait gratuitement. Tout le monde voulait quelque chose. « Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi m'avez-vous tiré de là ?» Barthélemy arrêta ce qu'il faisait et la regarda directement dans les yeux.
parce que ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas une punition, c'était de la cruauté pure, et je ne peux pas côtoyer la cruauté en faisant semblant de ne pas l'avoir vue. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Antoinette, non des larmes de douleur physique, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle avait gardé en elle depuis trop longtemps. Bénédicte entra avec un plateau de bouillon chaud et de pain frais, aida Antoinette à s'asseoir et porta la cuillère à sa bouche. La jeune femme mangea lentement, chaque bouchée faisant mal en descendant. Pendant ce temps, Barthélemy resta debout près de la fenêtre, regardant dehors, attendant. Il savait que le colonel Tissier viendrait. Des hommes comme lui ne laissaient aucun défi sans réponse, et il avait raison. Le ciel n'avait pas encore complètement noirci quand ils entendirent le bruit de chevaux qui approchaient. Beaucoup de chevaux. Barthélemy ferma les yeux un instant, respira profondément et alla jusqu'à la porte d'entrée. Bénédicte courut se tenir à côté d'Antoinette, lui tenant la main. Le colonel Rodolphe Tissier arrêta son cheval juste devant la véranda. Il avait environ 50 ans, moustache épaisse et grisonnante, yeux petits et durs comme la pierre. 6 hommes de main armés de coutelas et de fusils se dispersèrent autour de la maison. Le message était clair. Il n'y avait aucun moyen de fuir. « Baron Barthélemy, » dit le colonel, sa voix traînante et pleine de menaces, « j'ai entendu dire que vous aviez pris quelque chose qui m'appartient. » Barthélemy descendit les marches de la véranda et se tint devant l'autre homme. Il ne montra aucune peur, bien que son cœur battît la chamade dans sa poitrine. « J'ai pris une jeune femme qui était en train de mourir, attachée comme un animal. Si c'est ce que vous appelez « ce qui vous appartient », alors oui. » Le colonel laissa échapper un rire sec sans humour. « Cette canaille m'a volé. Elle méritait chaque seconde de cela. Elle méritait un jugement, » répondit Barthélemy d'une voix ferme. « Pas la torture, un jugement. » Le colonel cracha à terre. « Je suis la loi dans cette région, baron. Je l'ai toujours été. Et cette fille va revenir avec moi maintenant, qu'elle le veuille ou non. » Barthélemy ne bougea pas. « Non, elle ne le fera pas. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd comme du plomb. Les hommes de main serrèrent leurs armes plus fort. Le colonel inclina la tête, étudiant Barthélemy comme s'il voyait une bête étrange. « Vous commettez une erreur terrible, baron. Une erreur qui peut vous coûter votre domaine, votre réputation, peut-être même votre vie. » Barthélemy le savait. Il le savait très bien. Mais il y avait des choses qui ne pouvaient pas être ignorées. Il y avait des lignes qu'on ne pouvait pas franchir. « Alors, qu'il en coûte, » dit-il simplement. À l'intérieur de la maison, Antoinette écoutait tout. Son cœur martelait dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas laisser cet homme bon se détruire à cause d'elle. Elle réunit toutes les forces qu'elle avait, se leva du lit en titubant, s'appuya contre le mur et commença à marcher jusqu'au salon. Bénédicte tenta de la retenir, mais elle secoua la tête. « Je dois dire la vérité, » murmura Antoinette. « Je dois raconter ce qui s'est réellement passé. » Elle apparut à la porte d'entrée, pâle, tremblante, mais debout. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Le colonel fronça le visage. « Retournez à l'intérieur, petite, avant que je ne perde patience. »« Non, » dit Antoinette, la voix faible mais déterminée. « Je ne me tairai pas. Pas après ce que vous avez fait. » Le colonel descendit de cheval d'un mouvement brusque, ses bottes claquant lourdement sur le sol. « Attention à ce que vous allez dire, jeune femme. » Mais Antoinette était déjà allée trop loin pour s'arrêter maintenant. Elle regarda Barthélemy, puis les hommes de main et finalement le colonel. « J'ai volé, oui, mais je n'ai pas volé de l'argent ordinaire. J'ai volé l'argent que vous avez pris au commissaire impérial, qui est venu inspecter vos terres il y a 3 mois. » L'air sembla quitter les poumons de toutes les personnes présentes. Le colonel pâlit. Barthélemy se tourna vers Antoinette, confus. Elle continua, les mots s'échappant en torrent maintenant, comme si un barrage s'était rompu. « Je travaillais dans la maison de maître. J'ai tout vu. J'ai vu cet homme arriver de Clermont-Ferrand avec les papiers officiels. J'ai vu quand vous lui avez offert du vin empoisonné.
J'ai vu quand il est tombé par terre, suffocant, s'agrippant la gorge. Et j'ai vu quand vous avez pris sa bourse en cuir, pleine d'argent de la couronne, et que vous l'avez mise dans votre coffre-fort. Ensuite, vous avez fait enterrer le corps dans la forêt, près du ruisseau du Corbeau. Le silence qui s'installa fut absolu, même les grillons cessèrent de chanter. Le colonel Tissier avait le visage rouge, les veines du cou saillantes. « Vous mentez, rugit-il. Vous mentez pour sauver votre peau. » « Alors pourquoi ne laissez-vous pas enquêter ?» dit Barthélemy, sa voix coupant l'air comme une lame. « Pourquoi ne laissez-vous pas creuser près du ruisseau du Corbeau? Si elle ment, il n'y a rien là. » Le colonel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il était acculé, et il le savait. S'il refusait, il semblerait coupable. S'il permettait, il serait condamné. Sa main alla à la poignée du pistolet qu'il portait à sa ceinture. Et à ce moment-là, tous sûrs que la nuit était sur le point de se terminer dans le sang. La main du colonel Tissier était sur la poignée de son pistolet. Ses yeux étaient ceux d'un homme acculé, dangereux comme une panthère blessée. Barthélemy ne bougea pas, mais ses muscles étaient tendus, prêts à réagir. Les hommes de main regardaient d'un côté à l'autre, attendant un ordre. C'est alors qu'une voix ferme coupa la tension comme une épée. Personne ne va sortir une arme aujourd'hui. Tous tournèrent à la tête. Venant du chemin, éclairé par la lumière blafarde des lanternes du domaine, se tenait le juge municipal Henri Fournier, accompagné de 4 soldats de la garde nationale. Le magistrat avait 60 ans, les cheveux blancs, une posture droite et une réputation d'être incorruptible, chose rare à cette époque. Il avait été alerté par l'un des ouvriers de Barthélemy qui avait couru jusqu'au village en voyant les chevaux du colonel s'approcher. Le juge Fournier descendit de son cheval avec la dignité de celui qui porte l'autorité de la loi. « Colonel Tissier, j'ai entendu des accusations très graves ici. Des accusations qui impliquent pas le meurtre d'un fonctionnaire de la couronne impériale. » Le colonel retira rapidement sa main de l'arme et força un sourire. « Juge Fournier, quelle surprise, mais vous êtes trompé par une voleuse. Cette fille m'a volé et maintenant elle invente des histoires pour se soustraire à sa juste punition. » Le juge regarda Antoinette, qui était toujours à la porte. Pâle, mais ferme. « Jeune femme, répétez ce que vous avez dit et sachez que mentir à un magistrat est un crime grave. » Antoinette déglutit difficilement. Ses genoux tremblaient, mais sa voix ne vacilla pas. Elle raconta tout de nouveau. Le commissaire impérial venu de Clermont-Ferrand, le vin empoisonné, le corps enterré près du ruisseau du Corbeau, l'argent de la couronne caché dans le coffre-fort. Le juge Fournier écouta tout en silence, ses sourcils froncés. Quand elle eut terminé, il se tourna vers le colonel. « Ces accusations sont extrêmement sérieuses, colonel. Si elles sont vraies, nous parlons de trahison envers la couronne. Ce sont des mensonges, le colonel cria, perdant son calme. Des mensonges d'une canaille. Alors, vous ne vous souciez pas si j'ordonne de creuser près du ruisseau du Corbeau? Demanda calmement le juge. Le visage du colonel devint blanc comme cire. Ses lèvres s'ouvrirent et se fermèrent comme celles d'un poisson hors de l'eau. Il savait qu'il était perdu. S'il permettait la fouille, il trouverait le corps. S'il refusait, il avouerait sa culpabilité. Barthélemy fit un pas en avant. « Juge Fournier, cette jeune femme a failli mourir aujourd'hui. Elle a été torturée sans jugement, sans droit de défense. Même si elle avait volé, ce que le colonel a fait était inhumain. » Le juge acquiesça gravement. « Je vois les marques à ses poignets, baron. Je vois l'état dans lequel elle se trouve. » Il se tourna vers les soldats. « Je veux que 4 hommes aillent jusqu'au ruisseau du Corbeau à l'aube et commencent à creuser. Je veux qu'un autre groupe fouille le coffre-fort du colonel Tissier et y cherche une bourse en cuir avec le sceau impérial. » Le colonel tenta de protester, mais sa voix sortit tremblante, sans force. Ses propres hommes de main commencèrent à s'éloigner de lui et comprenant qu'ils étaient du mauvais côté. Personne ne voulait être associé à un assassin de fonctionnaire de la couronne. C'était la potence assurée. La nouvelle se répandit dans la région comme une traînée de poudre. Le lendemain matin,
Des dizaines de personnes se rassemblèrent près du ruisseau du Corbeau pour assister à la fouille. Barthélemy était là. Antoinette aussi, appuyée sur le bras de Bénédicte. Le colonel fut obligé de comparaître, surveillé par des soldats. 3 heures après avoir commencé à creuser, les pelles heurtèrent quelque chose de solide. Ce n'était pas de la pierre, c'était du tissu pourri, et à l'intérieur, des ossements humains. Il restait des lambeaux de vêtements et dans la poche intérieure du manteau, un médaillon en argent avec l'inscription « Commissaire impérial, province d'Auvergne ». La foule explosa en murmures choqués. Certaines femmes portèrent les mains à leur bouche. Des hommes crachèrent à terre de dégoût. Le colonel Tissier tenta de courir. Il n'eut pas le temps de faire 3 pas avant d'être renversé par les soldats. Il criait qu'il avait été trahi, qu'Antoinette était une menteuse, que tout cela était un complot contre lui. Personne ne le crut. Dans le domaine du colonel, ils fouillèrent le coffre-fort et trouvèrent exactement ce qu'Antoinette avait décrit. Une bourse en cuir avec le sceau impérial, encore pleine de pièces d'or. De l'argent qui aurait dû aller dans les caisses de la province, ou pas dans la poche d'un propriétaire terrien cupide. Le juge Fournier ne perdit pas de temps. Il fit arrêter le colonel Tissier immédiatement. Il serait envoyé à Clermont-Ferrand pour être jugé par un tribunal supérieur. Meurtre de fonctionnaire impérial. Vol de fonds de la couronne, abus de pouvoir. Chaque accusation valait des années de prison ou la potence. Alors que le colonel était emmené menotté, il lança une dernière menace à Barthélemy. « Vous avez détruit votre vie, baron. Personne ne voudra faire affaire avec quelqu'un qui s'allie à des voleurs. » Mais le colonel avait tort. Dans les jours suivants, d'autres propriétaires terriens de la région commencèrent à visiter la propriété de Barthélemy, non pour le condamner, mais pour le remercier. Car tous avaient peur du colonel Tissier. Tous avaient été intimidés, menacés ou volés par lui à un moment donné. Mais personne n'avait le courage de l'affronter jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'un baron décide que sauver une vie valait plus que protéger sa propre tranquillité. Antoinette resta dans le domaine de Barthélemy pendant sa convalescence. Bénédicte s'occupa d'elle comme si elle était sa propre fille, appliquant des onguents, changeant les bandages, faisant des tisanes pour calmer les cauchemars qui venaient toutes les nuits. Peu à peu, les marques sur le corps d'Antoinette commencèrent à cicatriser. Les marques sur l'âme prendraient plus de temps. Un après-midi, elle était assise sur la véranda quand Barthélemy vint s'asseoir à ses côtés. Ils restèrent en silence un moment, observant simplement le soleil descendre sur les vignobles. « Baron, dit-elle finalement, vous avez tout risqué pour moi, votre domaine, votre réputation, votre vie. Pourquoi ?» Barthélemy mit du temps à répondre. Quand il le fit, sa voix était douce mais ferme. « Parce que le jour où nous cessons de ressentir la douleur d'autrui, le jour où nous passons à côté de la souffrance et faisons semblant de ne pas la voir, ce jour-là, nous perdons notre humanité. Et sans humanité, Antoinette, nous ne sommes que des bêtes déguisées en gens. » Elle sentit les larmes couler, mais cette fois c'étaient des larmes différentes. Non de douleur, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. La ville entière avait été indignée en apprenant la cruauté du colonel, mais elle fut aussi inspirée par l'exemple d'un homme qui choisit de faire ce qui était juste, non ce qui était facile, et inspirée par une jeune femme qui, même devant la mort, eut le courage de dire la vérité. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car à Clermont-Ferrand, alors qu'il attendait son jugement, le colonel Tissier avait des alliés puissants, des hommes qui ne voulaient pas voir l'un des leurs être pendu à cause du témoignage d'une ancienne voleuse. Et ils complotaient déjà une manière de retourner la situation. 3 semaines s'écoulèrent depuis l'arrestation du colonel Tissier. Barthélemy pensait que le pire était derrière eux. Il se trompait. Un matin, alors qu'il prenait son café sur la véranda, il vit 2 cavaliers s'approcher. Ils portaient des redingotes noires, des hauts de forme, et avaient cet air d'autorité qui venait de la capitale. C'étaient des avocats de Clermont-Ferrand, engagés par les amis influents du colonel. Ils descendirent de leurs chevaux avec des mouvements calculés et se présentèrent avec une politesse froide.
Baron Barthélemy de Launay. Nous sommes venus vous notifier que vous et la jeune femme Antoinette devez comparaître au procès à Clermont-Ferrand dans 10 jours. Le colonel Tissier allègue qu'il a été victime d'une conspiration. Barthélemy sentit le sang se figer. Conspiration. Le corps était enterré exactement là où elle a dit. L'argent était dans son coffre-fort. L'avocat le plus âgé sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Cela doit être prouvé devant un tribunal supérieur, baron, et la parole d'une voleuse avouée contre un propriétaire terrien respecté. Eh bien, vous comprenez comment ces choses fonctionnent? Oui, Barthélemy comprenait parfaitement. Il comprit que les hommes puissants achetaient la justice. Il comprit qu'Antoinette serait anéantie devant un tribunal où personne ne la croirait. Il comprit qu'il avait peut-être sauvé sa vie ce jour-là seulement pour l'avoir détruite d'une autre manière. Quand les avocats partirent, il s'assit la tête entre les mains. Antoinette apparut à la porte, le visage inquiet. « Ils vont me détruire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Barthélemy ne lui mentit pas. « Ils vont essayer. » Alors pourquoi devrais-je y aller? Parce que nous ne fuyons pas. Parce que fuir, ce serait admettre que nous mentions, et nous ne le faisions pas. Elle s'assit à côté de lui, ses mains encore marquées par les cordes. « Je n'ai pas peur de mourir, baron. J'aurais déjà dû être morte, mais j'ai peur que vous perdiez tout à cause de moi. » Il la regarda, cette jeune femme qui avait toutes les raisons d'abandonner la vie, mais qui choisissait de continuer à lutter. « Antoinette, si je perds tout en défendant la vérité, alors qu'il en soit ainsi, mais je ne laisserai pas qu'il fasse de vous une menteuse. » Dans les jours suivants, Barthélemy fit quelque chose que personne n'attendait. Il alla de domaine en domaine, de village en village, parlant à tous ceux qui avaient été lésés par le colonel Tissier, et découvrit qu'ils étaient nombreux, beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Il y avait le marchand qui fut obligé de vendre ses terres à un prix dérisoire après avoir été menacé. Il y avait la veuve dont le fils avait disparu après avoir témoigné contre le colonel dans un conflit. Il y avait le curé qui fut expulsé de la paroisse parce qu'il prêchait contre la cruauté envers les ouvriers agricoles. Chaque histoire était une brique construisant un mur de preuves. Barthélemy nota tout, recueillit des témoignages, réunit des documents. Bénédicte l'aida aussi, parlant avec les femmes qui travaillaient dans les grandes maisons, celles qui voyaient tout, mais n'étaient jamais entendues. Et ce qu'ils découvrirent fut choquant. Le colonel Tissier avait un historique de violence qui s'étendait sur des décennies, mais il s'en tirait toujours, grâce à ses amis puissants et à son argent pour acheter les silences. Jusqu'à maintenant. Quand le jour du procès arriva, Barthélemy et Antoinette partirent pour Clermont-Ferrand, accompagnés d'une escorte inattendue. 20 personnes voyagèrent avec eux, 20 témoins prêts à raconter leurs histoires. Le tribunal se trouvait dans un bâtiment imposant en pierre au centre de la ville. La salle d'audience était bondée. D'un côté, le colonel Tissier, vêtu de ses meilleurs vêtements, entouré de 3 avocats coûteux. De l'autre, Barthélemy et Antoinette, avec seulement le juge Fournier à leur côté, pour les aider à présenter les preuves. Le juge qui présiderait l'affaire était le président Auguste Dubois, homme connu pour être juste, mais aussi pour suivre rigoureusement la loi. La séance commença avec les avocats du colonel attaquant férocement. Ils traitèrent Antoinette de voleuse, de menteuse, de femme sans moralité. Ils dirent qu'elle avait inventé toute l'histoire pour se soustraire à sa juste punition. Antoinette pâlit, mais ne baissa pas la tête. Quand vint son tour de parler, sa voix trembla au début, mais elle devint plus ferme à chaque mot. Elle raconta tout de nouveau, chaque détail, chaque moment de cette nuit terrible. Et quand elle eut terminé, Barthélemy se leva. « Monsieur le Président, j'ai ici 20 personnes prêtes à témoigner sur les crimes du colonel Tissier. Des personnes qui ont été menacées, volées, brutalisées. Des personnes qui ont enfin le courage de parler parce qu'elles ont vu que la justice peut réellement exister. » Un par un, les témoins montèrent à la barre. Le marchand raconta comment il avait été menacé. La veuve pleura en parlant de son fils disparu.
le curé décrivit les tortures dont il avait été témoin. Chaque témoignage était un coup de marteau dans le cercueil de la défense du colonel. Les avocats tentèrent de discréditer les témoins, mais ils étaient nombreux, d'origines différentes, sans lien entre eux. Il était impossible que tous mentent. Le moment décisif vint quand Bénédicte fut appelée. Elle monta à la barre avec dignité, une femme libre qui ne devait rien à personne, et raconta quelque chose que même Barthélemy ignorait. Il y a 15 ans, j'ai travaillé dans le domaine du colonel. Je l'ai vu tuer un homme de sang-froid à cause d'une dette de jeu. Je l'ai vu enterrer le corps près du même ruisseau où ils ont trouvé le commissaire. Je n'ai jamais parlé parce que j'avais peur, mais je n'ai plus peur. Le silence dans la salle fut absolu. Le président Dubois regarda le colonel Tissier qui suait, pâle, sans voix. « Colonel Tissier, dit le juge, sa voix grave comme une cloche d'église. Les preuves contre vous sont accablantes. Non seulement concernant le meurtre du commissaire impérial, mais aussi un schéma de violence et d'abus de pouvoir qui a duré des décennies. » Le colonel tenta de se lever, criant que tout était mensonge, qu'il était persécuté, mais les soldats le retinrent. Le président frappa son marteau. « Colonel Rodolphe Tissier, vous êtes déclaré coupable de meurtre, de vol de fonds impériaux et d'abus d'autorité. La sentence est la prison à perpétuité avec travaux forcés. » La salle explosa en murmures. Certaines personnes applaudirent, d'autres pleurèrent de soulagement. Barthélemy serra la main d'Antoinette. Elle tremblait, des larmes coulaient sur son visage, mais pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de soulagement. Justice avait été rendue, non pas de la manière rapide et facile, mais de la bonne manière, avec des témoignages, des preuves, du courage. À l'extérieur du tribunal, une petite foule attendait. Quand Barthélemy et Antoinette sortirent, ils furent accueillis par des acclamations et des accolades. Des semaines plus tard, de retour au domaine, Antoinette travailla pour payer sa dette pour le vol qu'elle avait commis. Mais Barthélemy fit plus que cela. Il lui enseigna à lire et à écrire. Il lui donna un morceau de terre à cultiver. Il la traita non pas comme une criminelle ou une victime, mais comme un être humain qui méritait une seconde chance. Et Antoinette s'épanouit. Elle apprit vite, travailla dur et, peu à peu, reconstruisit sa vie. Les soirs tranquilles, il s'asseyait sur la véranda et parlait de tout et de rien, du passé qui ne pouvait être changé et de l'avenir qui s'écrivait encore. « Baron, dit-elle un jour, si vous n'aviez pas coupé ces cordes ce jour-là, je ne serais pas ici. » Barthélemy sourit, le premier sourire authentique depuis des semaines. « Et si vous n'aviez pas eu le courage de dire la vérité, beaucoup d'autres personnes souffriraient encore sous le joug de cet homme. Nous nous sommes sauvés mutuellement, Antoinette. » La ville n'oublia jamais ce qui s'était passé. L'histoire d'Antoinette et de Barthélemy fut racontée et re-racontée, transmise de génération en génération. L'histoire de la façon dont une voleuse et un baron renversèrent un tyran. L'histoire de la façon dont la vérité, lorsqu'elle est dite avec courage, peut vaincre même les hommes les plus puissants. Et l'histoire de la façon dont parfois faire ce qui est juste signifie tout risquer. Le soleil brillait sur les vignobles des monts d'Auvergne, les montagnes se teintaient de pourpre à l'horizon, et deux personnes qui avaient été de parfaits étrangers étaient maintenant une famille, unie non par le sang, mais par quelque chose de plus fort, le choix de ne pas tourner le dos à la souffrance d'autrui. Cette histoire nous enseigne que le vrai courage ne réside pas seulement dans le fait d'affronter le danger, mais dans le choix de faire ce qui est juste, même quand cela nous coûte cher. Barthélemy risqua sa réputation, sa sécurité et sa position sociale pour sauver une inconnue. Antoinette trouva la force de dire la vérité, même en sachant qu'elle pourrait en être détruite. Ensemble, ils prouvèrent que la justice n'est pas seulement le privilège des puissants, mais un droit pour lequel il vaut la peine de lutter. Lorsque nous sommes témoins d'une injustice et choisissons d'agir, nous ne changeons pas seulement une vie, mais nous inspirons d'autres à faire de même. Et c'est ainsi que le monde change, un choix courageux à la fois. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre j'aime, c'est très important pour moi, et laissez un commentaire.
Je les lis tous. Une autre vidéo apparaît ici sur votre écran. Cliquez dessus. On se voit de l'autre côté.